Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté de l'actu. J'ai un petit trou dans le calendrier, du coup on en profite. Au milieu de toutes ces sorties de cartes graphiques et de processeurs, juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence côté rumeur et du côté de AMD en ce qui concerne Zen 5. Zen 5, la nouvelle génération de processeurs de chez AMD qui va succéder au Ryzen 7000 actuel. Ce sera les Ryzen 9000. Apparemment, on sera bien sur les 9000 et non pas les 8000. Les 8000, ce seront des APU, comme un petit peu ce qui s'était passé avec les Ryzen 4000, par exemple, qui n'avaient pas existé sur PC de bureau. C'était les APU. On était passé directement des Ryzen 3000 au Ryzen 5000. Là, c'est un petit peu la même chose. Et aux dernières rumeurs, eh bien, cette nouvelle génération de processeurs pourrait arriver pour le mois de mai-juin 2024, donc dans moins de 6 mois maintenant, ça va arriver très très vite. Au niveau des performances, selon ce qu'on a dit à AMD jusqu'ici, pour Zen 5, on s'attend à environ 10 à 15% d'augmentation de l'IPC, ce qui en ferait une génération plutôt classique pour AMD. C'est souvent ce qu'on a retrouvé entre les différentes générations de Ryzen. Donc, une augmentation relativement classique. Au niveau du nombre de corps, je pense pas qu'il y ait d'augmentation du nombre total de corps sur la gamme grand public PC de bureau. On devrait toujours être sur du 16 corps 32 threads, ce qui de toute façon est largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Au niveau de la DDR5, on pourra avoir une légère augmentation de la fréquence de base, non overclockée, donc sans expo. Actuellement, c'est de la DDR5 5200. Ça pourrait être légèrement plus haut, même si on ne sait pas encore exactement à combien. Au niveau du sweet spot, il y a des rumeurs comme quoi on passerait de la DDR5 6000 actuelle à de la 6400. À voir l'impact que ça aura sur les performances, mais si c'est juste l'augmentation de la DDR5 elle-même, généralement entre 6000 et 6400, selon le timing, ça change pas grand-chose. Au niveau des process de fabrication, alors pour les Ryzen 7000 actuels, on est sur le 5N de chez TSMC. Pour Zen 5, on devrait être sur le 4N. Pas mélanger les deux. Sinon, au niveau des cartes mères, alors on sait qu'il y a le support des cartes mères actuelles, par contre on ne sait pas s'il y aura de nouvelles séries de cartes mères qui accompagneront ce lancement. C'est pas totalement impossible, mais pour l'instant on n'en entend pas parler. Donc bref, évidemment, on attend d'en savoir plus, on attend aussi de voir les performances qu'auront ces futurs processeurs. Quoi qu'il arrive, ce qui semble clair, c'est que là AMD va dégainer avant Intel, puisqu'on sait aussi qu'Intel va arriver avec une vraie nouvelle génération de processeurs ce coup-ci pour la fin d'année 2024. Donc là, AMD va arriver quelques mois avant. Ce sera intéressant de voir du coup si ça permet à AMD de gagner un petit peu l'avantage au niveau des ventes et tout ça avant la fin de l'année. Puisque comme d'habitude, ce qui aura le plus d'importance, c'est le performance prix. C'est vrai que dernièrement, AMD au niveau des lancements de processeurs n'ont pas été spécialement sympathiques, je dirais au niveau des tarifs. Que ce soit les Ryzen 7000 à leur sortie, c'était très très cher. Les X3D à leur sortie étaient très coûteux aussi. C'est vrai que tout ça, ça a baissé de tarif très rapidement. Je m'attends à ce que ce soit la même chose pour les Ryzen 9000, d'autant plus que là, AMD va sûrement essayer de les vendre assez cher pendant qu'ils ont le lead complet pendant quelques mois, pour probablement baisser un petit peu le tarif une fois qu'Intel arrivera avec la réponse. Donc je m'attends quand même à des tarifs assez élevés pour les Ryzen 9000. On continue chez Intel, mais du côté financier, puisqu'on a eu les résultats trimestriels de la marque pour le dernier trimestre 2023. Bon, dans l'ensemble, moi ce que je retiens, je suis pas analyste financier, mais ce qui semble ressortir de tout ça, c'est que dans l'ensemble, ça reste toujours très compliqué. Intel est dans une période quand même assez difficile, point de vue finance pour l'entreprise, et c'est vrai que ces derniers temps, ça allait pas bien du tout. On a vu qu'au niveau data center particulièrement, au dernier trimestre, c'était pas terrible non plus, avec encore une baisse de 10% par rapport à l'année précédente, et une baisse de la marge encore assez violente d'une année à l'autre, donc il y a encore des problèmes. Intel semble avoir quand même écoulé en grande partie son inventaire de puces qui avait été produit ces derniers temps avec ses partenaires,
Donc il y a des signes plutôt encourageants pour la suite. On semble être arrivé à un plateau, je dirais, pour les choses qui étaient vraiment négatives. Par contre, même si les résultats sont plutôt encourageants pour la suite, bah on voit que du côté des investisseurs, ils n'ont pas été spécialement convaincus, puisqu'on a eu une baisse d'environ 12% de l'action après les annonces trimestrielles. Donc, pas terrible. Mais c'est vrai que si on regarde sur les 5 dernières années, on voit qu'on avait eu une très très grosse baisse aux alentours de fin 2022, début 2023. Là, on voit qu'on remonte tout doucement. Pour ce début 2024, là on a eu une petite baisse, donc on voit qu'Intel n'est pas encore totalement sorti de l'auberge, même s'il y a des signaux plutôt encourageants pour la suite. Toujours du côté de chez Intel, c'était un petit peu en parallèle des résultats financiers, Intel a annoncé un partenariat avec UMC, qui est une autre fonderie. Alors vous savez peut-être qu'Intel a lancé dernièrement son activité fonderie, c'est un petit peu à l'instar de ce que fait TSMC, à savoir c'est de proposer les unités de fabrication d'Intel pour que d'autres viennent fabriquer des puces chez eux. Puisque jusqu'ici, jusqu'à dernièrement, on va dire, Intel fabriquait principalement pour eux-mêmes. Alors après, quand on se lance dans une activité fonderie, le plus compliqué, c'est d'avoir les outils qui permettront justement aux clients potentiels d'être intéressés pour produire chez Intel, puisque c'est apparemment une des grandes forces de TSMC, c'est d'avoir d'excellents outils pour pouvoir développer des puces chez eux, ce que n'a pas encore Intel. Là, le partenariat avec UMC permettrait d'avoir un 12 nanomètres en collaboration, on va dire, qui permettrait d'avoir une certaine expertise de la part du MC au niveau de la fabrication et tout ça, et des outils qui permettraient sûrement à Intel aussi de progresser et d'avoir plus de clients, amener un petit peu plus de monde vers leur fonderie. Donc ça pourrait être plutôt bénéfique pour eux. C'est intéressant de voir comment ça bouge un petit peu de ce côté-là aussi, puisque c'est vrai qu'à l'heure actuelle, TSMC est toujours hyper majoritaire en ce qui concerne les technologies de pointe. On a d'autres fonderies qui sont un petit peu sur les produits un petit peu moins hyper avancé techniquement. On verra bien comment ça évolue, mais c'est vrai que du côté fonderie, c'est intéressant d'observer ce qui se passe, puisque ça aura aussi un impact pour nous. Parce que comme TSMC est, je dirais, leader pour l'instant, ils en profitent aussi un petit peu sur les tarifs, ce qui est plutôt normal, ce qui nous amène aussi à des hausses de tarifs, sur les cartes graphiques par exemple, et sur certains processeurs aussi. On enchaîne côté carte graphique, avec la sortie la semaine dernière de la 4070 Ti Super et de la 7600 XT. Alors, déjà, au niveau du lancement de la 7600 XT, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi AMD a choisi de sortir ça en même temps. Je dirais que le lancement des 4000 Super, je serais eux, j'aurais plutôt attendu le mois de février, puisque là c'est un petit peu noyé dans les différentes sorties de cartes de chez Nvidia. D'un point de vue marketing, d'un point de vue timing, je trouve pas ça terrible. Ils auraient mieux fait d'attendre 2 semaines de plus, je trouve, puisqu'on aurait parlé un petit peu plus de la 7600 XT. Parce que là, c'est vrai qu'au niveau du nombre de tests qui sont parus et tout ça, il n'y en avait pas tant que ça. J'en ai commandé une de 7600 XT pour pouvoir la tester, mais du coup, ça arrivera plus tard. Malgré tout, au niveau des ventes, bon là, c'est uniquement les ventes de chez Mindfactory, qui est une boutique en Allemagne. C'est pas représentatif forcément de tout ce qui se passe dans le monde. Ça permet juste de voir une tendance dans une boutique. Le problème, c'est qu'au niveau des chiffres de vente, on n'a pas beaucoup de data en fait, on n'a pas beaucoup d'informations officielles ou qui peuvent être traquées comme c'est le cas ici chez Mindfactory. Et ce qu'on peut noter dans l'histoire, c'est que le lancement de la 4070 Super a été correct sans plus, avec 240 pièces vendues le jour de la sortie. La 7600 XT, ça n'a pas été terrible du tout, avec uniquement environ 30 pièces vendues. La 4070 Ti Super, 280-300 pièces, ce qui est pas si mal que ça compte tenu, je dirais, des performances de la carte et du tarif qui est demandé. Malgré tout, on reste quand même en dessous du nombre de ventes de la 4070 Ti à sa sortie. Pour la Ti Super, on est en dessous du nombre de ventes de la 4070 tout court pour la 4070 Super, et on est à un niveau relativement similaire pour la 7600 XT et la 7600, mais bon. Dans l'ensemble, les ventes sont pas spécialement bonnes, ce qui n'est pas vraiment non plus hyper surprenant, puisque pour certains de ces modèles, on est sur un niveau de performance-prix qui existe déjà en fait depuis un bon moment, puisque même si la 4070 Super est clairement un meilleur produit pour le tarif demandé par rapport à la 4070, on reste à environ 15% d'écart au niveau des perfs, et que ce soit chez AMD ou chez Nvidia, on avait déjà des produits à ce niveau de performance-prix depuis quand même de très nombreux mois. Donc si on avait envie d'acheter certains de ces produits, c'était déjà disponible depuis un bon moment en fait. C'est un petit peu la même chose en ce qui concerne la 7600 XT, même si on aura l'occasion d'en reparler. C'est une carte qui a des performances à peine supérieures à la 7600, elle a juste plus de VRAM. Le problème c'est son tarif, et au tarif demandé de 330 $, ce qui l'amène à 360 € environ chez nous, c'est quand même assez cher. On a déjà des produits qui étaient plus puissants
que cette 7600 XT sur le marché depuis très très longtemps, comme par exemple la 6700 XT, certes elle a moins de VRAM, mais elle est quand même un bon cran plus performante. Et on l'avait à des tarifs même un petit peu moins élevés pendant un moment, c'est vrai que la 6700 XT on l'a vu aux alentours des même quasiment 300 balles à certains moments, au cours de l'année dernière, donc arriver là maintenant ensuite avec un produit moins bon par certains côtés, pour plus cher, ça va pas forcément faire déplacer les foules. Mais ça, je dirais, c'est un petit peu le problème des refresh à mi-parcours. Il n'y aura jamais des ventes absolument démentielles, puisque déjà, on est à mi-parcours. On sait que la future génération arrivera dans environ un an, quoi qu'il arrive. Donc, c'est vrai qu'investir sur des cartes très très chères, comme la 4070 Ti Super et compagnie, ça peut s'entendre si on a besoin là, maintenant, d'un nouveau produit, si on fait un nouveau PC par exemple, mais c'est vrai que pour ceux qui veulent faire un upgrade, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc bref, on verra bien aussi ce que ça donne sur la longueur, hein. Là c'est le data sur le jour de la sortie, on verra bien ce que ça donne au bout d'un mois, au bout de 2 mois, si les ventes sont similaires, s'il y a du progrès, si c'est des ventes constantes ou pas. C'est ça qui est intéressant à observer en fait. Alors toujours du côté de la 4070 Ti Super, si vous avez suivi mes tests, vous le savez probablement déjà, mais ce qui s'était passé, c'est qu'on avait eu des exemplaires de test de la Ventus 3X qui avait un problème de BIOS qui donnait des performances moins bonnes que ce qui était censé être une 4070 Ti Super de base. Donc, problème de BIOS, on avait eu un BIOS en cours de test 2 jours avant la sortie des tests, et on avait eu un autre BIOS de disponible le jour même de la sortie des tests, 2 heures avant la mise 2 heures avant la mise en ligne des tests. Donc c'était trop tard pour changer quoi que ce soit. J'avais refait les tests pour le lendemain, en même temps que j'avais testé la carte de Gainward, qui elle n'avait pas de problème, et dans l'ensemble, les performances de la Ventus sont un petit peu plus proches. Maintenant, bon, on va dire que c'est probablement plus ou moins au niveau de ce que c'est censé être, avec une marge d'erreur d'environ 1 à 2% selon les modèles custom, bien évidemment, puisque toutes les marques ne sont pas exactement au même niveau. Donc bref, si vous devez acheter une 4070 Ti Super de chez MSI, il y a des BIOS qui sont disponibles, tout en sachant qu'MSI va probablement mettre à jour les BIOS directement avec les futures productions de cartes qui vont arriver par la suite. Donc il y a des BIOS pour les Ventus 3X, pour les Ventus 2X et aussi pour les Gaming X. Donc ça impacte pas uniquement la Ventus 3X, mais d'autres modèles également. Au niveau de la mise à jour du BIOS, ça se fait vraiment en quelques clics, ça va vraiment très très vite. Restez quand même vigilant quand on fait un flash de BIOS, ce genre de truc, qu'il n'y ait pas d'orage dehors par exemple, ou que vous ne soyez pas en risque d'avoir une coupure d'électricité, puisque bon, même si ça prend juste quelques secondes ici, faut quand même rester vigilant. Donc bref, c'est vrai qu'après le lancement de la 4070 Ventus 3X qui était pas terrible, je dirais là plus du point de vue hardware lui-même. C'est vrai que là le lancement est un petit peu compliqué aussi pour les TI Super, mais là c'est du côté software. Personnellement je préfère un problème software qu'un problème hardware, puisque là au moins c'est plus ou moins corrigé, ce qui est une bonne chose. Les problèmes, je dirais, hardware, c'est un petit peu plus délicat la plupart du temps. Toujours côté carte graphique, mais du côté d'AMD ici, avec la 7900 XTX qui baisse de tarif à 900 € en Allemagne. C'est chez Mindfactory, malheureusement on peut pas commander nous chez eux directement. C'est vrai que Mindfactory ont souvent des tarifs assez intéressants. Donc 900 €, c'est clairement le prix le moins cher auquel on ait vu la XTX depuis sa sortie. Et c'est vrai qu'à ce tarif-là, c'est plutôt pas mal. C'est quand même assez compétitif. Et c'est vrai que c'est une réponse directe au lancement des futurs 4080 Super et de la 4070 Ti Super qui vient de sortir. On espère avoir un réajustement tarifaire aussi chez nous, ou dans des boutiques où on peut commander, et aussi sur la 7900 XT par exemple, qui on l'a vu aux alentours des 800 balles, même chez Rue du Commerce, non c'est Top Achat, il y a quelques jours. On espère que ça baisse encore un petit peu, c'est vrai que la 7900 XT, j'aimerais bien l'avoir aux alentours des 750 € en neuf par exemple. Donc bref, encore une fois, on voit que la nouvelle gamme Super, même si on peut être plus ou moins déçu ou intéressé, ça a un impact sur le marché au global, puisque là on voit que les tarifs commencent à baisser un petit peu aussi du point de vue d'AMD. Et en parallèle des lancements hardware qu'on a en ce moment, on a aussi eu une sortie software du côté des drivers pour les 3 marques. Et il y a des choses intéressantes pour les 3 marques ici, puisque par exemple chez Intel, on avait déjà eu une vague d'amélioration de performance constante, on va dire. On avait eu un focus sur DirectX 12 au moment de la sortie des cartes. On avait eu après le DirectX 9 où il y avait eu une amélioration globale quelques temps après, quelques mois après. Et on avait vu ces derniers mois une augmentation des performances dans les titres DirectX 11. Et bien là, apparemment, c'est la deuxième salve avec un paquet de jeux où il y a des améliorations de performance plus ou moins importantes, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque c'était un petit peu le problème des cartes Intel, c'est que dans les jeux récents, c'était plutôt correct. Dans les jeux plus anciens, il y avait vraiment des jeux où c'était une catastrophe, il y en avait d'autres où ça se passait mieux, mais c'était très variable, on va dire. Donc,
qu'Intel corrige les problèmes sur DirectX 11, ben c'est une très bonne chose, puisque DX11, il y a quand même encore beaucoup de jeux qui tournent en DX11 uniquement. Donc comme d'habitude, je suis très content de voir qu'Intel continue de progresser du côté des drivers, ça montre qu'il y a de l'investissement du point de vue des produits cartes graphiques. On espère que la future série de cartes graphiques chez Intel arrivera dans pas trop longtemps, parce que ce serait quand même un petit peu dommage qu'ils débarquent très tard dans la génération, puisqu'on se rapproche de plus en plus des nouveaux produits chez les concurrents aussi. Donc c'est vrai que pour la première génération, Intel avait été très mauvais, je dirais, au niveau du timing. Ils sont arrivés après le moment où ils auraient pu vraiment vendre beaucoup de cartes. Là, s'ils refont la même chose, ce serait un petit peu dommage. Mais bon, ça n'empêche pas le produit d'être intéressant s'il est bien placé d'un point de vue tarifaire. Donc bref, c'est très bien, ça continue de s'améliorer. On fera le point, je dirais, dans quelques temps, je pense, au niveau des performances des cartes Intel. Je l'avais fait il y a environ 6 mois, je pense. On y reviendra dans pas trop longtemps, une fois que les grosses sorties du mois de janvier seront passées, puisque là il y en a encore plusieurs qui arrivent. En parallèle de ça, chez AMD on a aussi un nouveau driver, avec la plus grande nouveauté, c'est l'AFMF qui est maintenant dans les drivers classiques, les drivers normaux, là où jusqu'ici c'était une branche à part des drivers, où il fallait vraiment aller les chercher pour pouvoir l'utiliser. Donc là l'AFMF est maintenant disponible. L'AFMF, je l'avais testé au moment de sa sortie, il y avait plusieurs problèmes au niveau de celui-ci, comme le manque de support du HDR, le frame time qui n'était pas toujours hyper constant. Alors pour ces deux problèmes-là, c'est corrigé. Par contre, il reste toujours le souci que ça ne fonctionne qu'en full screen. Donc en full screen fenêtré, ça marche pas tout le temps. Et moi, le plus gros problème avec la FMF, c'est que quand on bouge trop vite la souris, celui-ci se désactive. Ce qui fait que ça crée de fortes variations de FPS, ce qui est hyper désagréable à mon goût. Parce que c'est bien d'avoir quelque chose de très fluide quand il se passe pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est souvent quand il y a de l'action qu'on aimerait que ce soit un petit peu plus constant. Et d'avoir de fortes chutes de FPS, pour moi, il n'y a rien de plus désagréable. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez très bien trouver la FMF très bien, ne pas avoir de problème avec les chutes de FPS. Moi, je les ressens, moi, j'aime pas. Après, c'est des compromis, c'est un petit peu comme toutes les autres options, le FSR, le DLSS et tout ça. Il y a des points forts et des points faibles. On active ce qu'on aime ou pas, c'est aussi ça qui est bien sur PC, c'est qu'au moins on a le choix. Mais c'est vrai que le gros problème du FrameGen par les drivers, c'est que celui-ci n'a pas toutes les infos fournies par le moteur du jeu, ce qui fait que ce sera toujours moins bon que le FSR3 avec une implémentation native, ou le DLSS 3 de chez Nvidia, ou même de certains modes qui, par certains côtés, offrent une meilleure qualité d'image que la FMF. Donc moi personnellement je préfère les modes DLSS 3, FSR3, plutôt que d'utiliser la FMF quand c'est disponible. Donc chacun fait comme il veut, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'option. Et l'autre feature qu'AMD a rajouté dans ce nouveau driver, c'est de l'upscaling vidéo, un petit peu comme l'avait fait Nvidia il y a quelques temps pour le RTX Video Upscaling. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester le vidéo upscaling d'AMD, je sais pas ce que ça donne. Après bon, c'était sympathique en plus du côté de chez Nvidia, c'était intéressant à essayer, ça peut être intéressant pour certains usages, c'est pas une révolution non plus. Là, je pense que pour l'upscaling de chez AMD, ça doit être plus ou moins la même chose. À voir ce que ça donne en pratique. Mais c'est bien d'avoir au moins la parité au niveau des features entre les deux marques, ou d'avoir quelque chose qui s'en rapproche. Et du côté driver chez Nvidia, on a aussi eu une nouveauté la semaine dernière avec le dernier driver en date, avec le RTX Video HDR, qui fonctionne avec les Tensor Core. On avait déjà le RTX Video qui faisait de l'upscaling des vidéos. Et bien on a maintenant le HDR qui est rajouté. Un petit peu comme on a sur Windows 11 par exemple, dans certains jeux on a l'auto HDR pour les jeux qui n'ont pas le support du HDR natif par exemple. Donc c'est vrai que là c'est plutôt sympathique, puisque pour les cartes graphiques qu'il supporte et pour les moniteurs qu'il supporte, on peut avoir maintenant de l'émulation du semi-HDR, ce qui peut toujours être sympathique. Alors j'ai pas eu l'occasion de le tester, il faudra que je regarde un de ces quatre comment ça marche et ce que ça donne concrètement. Mais dans l'idée, pourquoi pas, c'est toujours des petites fonctionnalités en plus qui sont potentiellement sympathiques à utiliser. Côté mauvaise nouvelle, on a eu une série de licenciements de la part de Microsoft chez Activision Blizzard, ZeniMax, et même du côté des employés de chez Xbox. La plus grosse coupe apparemment c'était chez Activision Blizzard. Il y a même eu du coup de l'annulation de certains projets chez Blizzard. Apparemment ils avaient un jeu de survie en développement qui a été annulé. Il y a même le président de Blizzard qui a démissionné. Je sais pas s'il a été viré, mais je pense qu'il est parti de lui-même aussi. Enfin bref, mauvaise nouvelle. Mais ça suit un petit peu ce qui se passe dernièrement dans la tech aussi. Il n'y a pas que Microsoft qui a licencié beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de licenciements chez Twitch, chez Discord. Il y a plein de boîtes qui ont eu beaucoup de licenciements ces derniers temps. Et malheureusement, 2024,
ça commence pas très bien de ce côté-là non plus. Après, hein, ce qui semble se passer, c'est vrai que pendant la période de Covid et tout ça, il y a eu beaucoup d'embauches dans beaucoup de secteurs de la tech, puisqu'il y avait vraiment eu un boom de l'utilisation du gaming, des PC et tout ça, et des fortes ventes. Et du coup, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient pas mal embauché. Là, c'est vrai que depuis un retour plus ou moins à la normale, là, on voit que maintenant, les entreprises dégraissent un petit peu. Peut-être que ça repartira à la hausse plus tard, mais c'est vrai que là, dernièrement, il y a eu beaucoup de licenciements dans beaucoup de domaines, ce qui est jamais une bonne nouvelle pour les travailleurs, bien évidemment. Donc, c'est triste pour ceux qui sont concernés, et on espère qu'ils retrouveront du boulot assez rapidement. Point de vue gaming, on a aussi eu l'annonce de la date de sortie d'Horizon Forbidden West sur PC, ça arrivera le 21 mars. C'est intéressant, c'est que du côté upscaling, il y a eu les annonces déjà du support du DLSS 3, le FSR et le XeSS, donc il y a les 3 upscalers. Par contre, du côté FrameGen, on ne sait pas s'il y aura le FSR 3 FrameGen ou pas, ou peut-être plus tard, pas d'informations là-dessus. On aura le DLA, le Reflex, le support de l'ultra-wide et aussi le support du Direct Storage pour les chargements, donc on devrait avoir des chargements assez rapides. C'est vrai que du côté de chez Nexus, ils l'avaient rajouté par exemple sur Ratchet & Clank l'année dernière. Il avait un rôle un petit peu plus important dans le jeu que juste les chargements, mais c'est vrai que déjà, juste pour les chargements, pour Horizon, ça devrait être plutôt sympathique. Donc ça arrive le 21 mars, mais c'est vrai qu'en parallèle de ça, plus ou moins à la même période, on aura la sortie de Dragon's Dogma 2, je crois, sur PC. Il y a aussi un autre jeu, un petit peu dans le même style qu'Horizon, qui doit arriver aussi à peu près à la même date. Donc c'est vrai que pour Horizon, à chaque fois, ils ont le chic pour lancer leur jeu en même temps que des concurrents qui peuvent avoir plus ou moins de succès. C'est vrai que quand Horizon, le premier du nom était sorti sur PS4, c'était en même temps que Zelda sur Switch, et quand Horizon Forbidden West était sorti sur PS5, c'était aussi plus ou moins en même temps que la période Elden Ring. Donc on verra si là aussi on a une redite sur PC avec Horizon Forbidden West qui sort en même temps que des concurrents qui pourraient peut-être lui voler la vedette. Mais c'est... Bon, c'est une bonne nouvelle que le jeu arrive. Personnellement, je pensais qu'il arrivait un petit peu avant. Mais bon, ça arrive dans plus très longtemps maintenant. Donc affaire à suivre. Et côté gaming, toujours un jeu qui est un petit peu sorti de nulle part, même si on en avait déjà entendu parler par le passé, et qui est en train de péter pas mal de records, c'est Palworld, qui est sorti sur Steam, mais aussi sur le Game Pass. Et sur Steam, le jeu explose quand même pas mal de records au niveau du nombre de joueurs simultanés, puisqu'il est déjà arrivé en 2ème position, donc devant Counter-Strike 2, qui était un des jeux les plus populaires sur Steam. On est toujours derrière PUBG, qui à une certaine époque avait connu, je dirais, un succès absolument démentiel. Donc Palworld fait très fort pour un jeu en accès anticipé, qui coûte pas très cher et qui n'a pas de microtransactions. 8 millions de ventes en moins de 6 jours sur Steam, tout en sachant que c'est aussi disponible sur le Game Pass, et on n'a pas les chiffres exacts du nombre de joueurs sur le Game Pass non plus. Et apparemment c'est plutôt populaire de ce qu'on entend dire. Donc bon, c'est plutôt bien de voir que certains jeux sortent un petit peu comme ça, que ce ne soit pas des AAA et qu'ils rencontrent un énorme succès. C'est que le jeu fait quelque chose de bien au niveau du gameplay, puisque si ça intéresse autant de monde, c'est que le jeu a des qualités. J'ai pas essayé de jeu moi-même, j'ai pas eu le temps dernièrement, et j'ai non plus jamais été hyper fan du principe Pokémon et compagnie, donc c'est pas forcément un jeu qui m'intéresse, malgré tout. Au-delà aussi de tout l'aspect controversé au niveau des modèles, au niveau du plagiarisme avec Pokémon et tout ça, même si ça reste à définir. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un jeu qui est sorti, qui coûte pas très cher, qui n'a pas de microtransactions et compagnie, qui a des gameplays, je dirais, pompés à droite à gauche, mais apparemment assemblés dans un tout qui fonctionne bien, et le jeu rencontre un très grand succès. Et c'est vrai que pour moi, le parallèle est intéressant avec les AAA qui prennent vraiment aucun risque dernièrement, qui recyclent un petit peu toujours la même recette pour essayer de plaire à la masse, sans vraiment plus y arriver au fil du temps. On voit que ça s'essouffle, malgré des graphismes et d'une technique toujours plus impressionnante et tout ça. C'est pas ça forcément qui va motiver les joueurs. La plupart du temps, c'est le gameplay, tout simplement. Si le jeu est bon, si le gameplay est bon, que l'aspect technique soit pas incroyable, qu'il n'y ait pas non plus de microtransactions abusives, qu'on n'essaye pas de nous entuber à tous les coins, c'est récompensé par les joueurs, puisque là, le jeu fonctionne très bien. Et je trouve que dans l'ensemble, c'est une plutôt bonne nouvelle, même si du coup, on risque de voir arriver des copies de Palworld par certains côtés aussi. Donc bref, on verra bien comment le jeu continue d'évoluer. Je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait son succès. Par contre, pour tout ce qui est plagiat et compagnie, je pense que s'il y a vraiment des problèmes avec Nintendo, ça se réglera au tribunal très probablement.
Et en dehors de ça, ben, côté hardware, la semaine prochaine, on a encore pas mal de sorties, avec la 4080 Super qui débarque. Il y a aussi la sortie de nouveaux processeurs chez AMD. Il y a le 5700X3D qui doit arriver. On a également les APU sur la plateforme AM5 qui doivent sortir. Donc il y a encore pas mal de taf. Alors, côté processeur, j'essaierai de me les procurer pour pouvoir les tester aussi. Et puis du côté carte graphique, on en reparlera au moment du test de la 4080 Super. Tout ce que je peux dire, c'est que mon début de semaine risque d'être assez chargé. Enfin bref, je pense qu'on va faire un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'hab, hein, si vous voulez soutenir la chaîne, les machins de YouTube, la page Ko-fi, tout ça, si vous voulez me soutenir directement. Et encore merci à tous ceux qui le font. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!